Je pense que la majorité propose qu'on continue. Der zweite Teil. Donc la deuxième partie de cette matinée a lieu tout d'abord en allemand. Donc Stefan Stevanovic von der CHW, il travaille à l'Institut de l'environnement et il accompagne énormément de projets de ville-éponge et il va nous parler de ces projets en collaboration avec les plantations d'arbres, mais également dans le domaine des surfaces perméables. Merci Stéphane. Merci beaucoup Sylvia, merci pour cette invitation de pouvoir être ici devant vous. Merci également à ma présentation. J'ai réfléchi souvent. Je me suis dit comment faire, parler en allemand, parler en français. Mais on m'a dit qu'il y avait une traduction, donc je fais tout en allemand. Merci beaucoup aux Lausannois. C'est vraiment un des projets vraiment très passionnants qui règnent. Et merci Sylvia également de voir organiser ce colloque. Et je pense que cet échange entre la Suisse romande et la Suisse de l'Est est souvent perdu ou est un petit peu limité. Donc, c'est bien que nous puissions au moins nous rencontrer une fois par an et pour nous échanger. Donc, comme Sylvia l'a dit, donc je suis scientifique à la société à l'Université des sciences de la vie et de la gestion des facilités CHAV. Je travaille également dans le domaine du développement de substrats, de technosols, ville-éponge, arbres urbains et j'accompagne beaucoup de projets. Donc, je n'ai pas beaucoup de temps, donc j'ai choisi un projet de Berne dont je voudrais vous parler. Ce projet pilote au cimetière Scholz-Haldenfrieden est relativement récente, vous l'avez mis en place cette année. Et nous voyons que nous avons beaucoup de précipitations également dans la région de Berne et donc il nous faut l'éliminer. Donc vous voyez, la ville est belle et c'est également patrimoine de l'UNESCO avec l'ARA qui passe et nous n'avons pas voulu faire ce projet dans le centre où tout le monde verrait si jamais ça marche pas, mais nous avons décidé de le faire à l'extérieur où c'est un petit peu plus caché, où nous aurons davantage de marge de manœuvre pour quelque chose de nouveau. Donc, comme on le voit, ce cimetière de Schlosshalden est en fait très vert, donc on n'a pas besoin de mesures de ville-éponge. Mais nous voulions tester différents éléments et nous avons assaini l'ensemble de cimetières et nous avons pensé que ce serait une bonne idée de tester quelque chose. Et donc nous avons donc réservé un certain périmètre à cela. Donc, de quoi s'agit-il dans ce projet? Donc, vous devez vous imaginer maintenant, vous voyez l'ensemble du projet. Nous avons tout d'abord des espaces de parking qui n'étaient pas perméables. Nous n'avions pas de partie verte ici, donc nous avons coupé l'asphalte. Donc vous voyez ces parties orange. Donc là, nous avons de l'asphalte perméable et à la place de gaines de gazon. Que nous, maintenant, à la place des pavés, pour que l'eau puisse mieux s'infiltrer. Donc à la surface, nous avons beaucoup changé. Vous voyez beaucoup de cercles, vous voyez beaucoup de croix, ça a différentes raisons. Donc les croix, ce sont les endroits où nous avons ces capteurs de sol. Et ces capteurs de sol mesurent l'humidité et les températures sous les revêtements. Nous avons des capteurs sous l'asphalte perméable et une fois sous les gaines de raison et nous regardons jusqu'à ce que cet asphalte ne puisse plus laisser passer de la
de l'eau. Et nous avons essayé différents revêtements, plusieurs techniques, et nous avons regardé comment est-ce que ça fonctionne le mieux pour qu'il y ait davantage d'eau qui passe dans le sol. Et les cercles que vous voyez maintenant, donc ce sont des lieux où nous avons du biochar. Donc, pas comme à Lausanne, nous n'avons pas partout dans le substrat du biochar, mais simplement ponctuellement. C'est avant des îles finalement nutritives où nous avons 40% de biochar, 60% de compost et il ne manquait donc 10%. Pourquoi nous l'avons fait et pourquoi nous l'avons mis comme ça? En fait, nous voulons regarder si peut-être les racines pouvaient être mieux dirigées, mieux orientées. Est-ce qu'on peut avoir des points, créer un système de racines, un système racinaire? Est-ce que ça suffit ponctuellement de pouvoir intégrer du biochar? On a dit il y avait des substrats techniques qui sont relativement chers. Et donc, avec ces tests, nous essayons de trouver des alternatives et voir ce qui pourrait être possible. Et nous avons également des points noirs. Ça, ce sont des tubes racinaires. Et c'est quelque chose de spécial, mais c'est simplement un tube en plexiglas que nous avons intégré, mais pas simplement sur le revêtement en asphalte. Des tubes de plexiglas, nous avons une caméra pour les racines, on peut les intégrer et nous pouvons prendre ainsi des photos à 360 degrés. On peut voir si les racines sont arrivées ou pas, sans couper l'asphalte et sans méthode de scannage. Donc, toujours 2 points pour que nous ayons davantage de possibilités pour les trouver. Et ainsi, nous voyons les différences entre les îles nutritives et les parties sans îles nutritives. Et voilà l'image ici avec la caméra. Bon, elle n'est peut-être pas très bonne ici sur l'image, mais vous allez voir mieux sur la présentation. Ça, c'est d'un autre test, mais c'est comme ça que cette image de racine serait si elle était bien. Et vous voyez que voilà la densité racinaire. Voilà, on peut trouver autant de racines ou pas. Et ce que nous faisons également, ce sont des essais d'infiltration. Donc, nous avons un asphalte drainant que nous avons intégré, nous le testons dans un test rapide et nous voyons le revêtement a été saturé d'eau et puis mesuré. Nous avons introduit 6 litres à peu près et nous regardons combien, nous chronométrons, nous regardons jusqu'à ce que l'asphalte ait absorbé toute l'eau. Donc au début ça fonctionne très bien, donc là j'ai pu le voir avec un tube d'eau, un jet d'eau, j'ai pu le vaporiser. Mais au fil du temps, ça va prendre de plus en plus de temps, ou du moins c'est notre supposition. Si nous regardons la coupe, nous voyons ici comment nous avons mis cela en place. Donc à gauche, à droite, vous avez les surfaces de parking. À droite, l'espace vert. Et nous avons tout d'abord enlevé le matériau, donc un sol très rugueux, avec beaucoup d'argile. Et nous voulions bien sûr que l'eau rencontre les arbres. Et maintenant sur le dessin, ce n'est pas très bien représenté, mais vous voyez ici un petit peu une ligne ondulée, un petit peu. Pourquoi? Parce que le sol est un petit peu dedans. C'est-à-dire entre les couches, il faut un peu rendre les couches un petit peu les rendre plus rugueuses pour que le substrat rentre et pour que nous ayons une bonne stabilité. Et nous avons intégré un substrat de stockage, c'est comme ça qu'on l'appelle, du moins à Berne. Donc c'est un peu comme le substrat de Stockholm, et je vais y revenir tout à l'heure. Je vais vous dire, donc nous avons 2 composantes. Nous avons un matériau grossier, un petit peu comme à Stockholm, qui répartit le poids quand on passe dessus, par exemple, avec un rouleau. Et après, l'autre partie qui est remplie de parties plus fine. Et ce substrat est une bonne performance de perméabilité. D'imperméabilité. Vous voyez également les tubes de racines, les coupes, les îles. Et en dessus, vous avez la couche de fondation. Et c'est quelque chose de nouveau et de spécial parce que normalement, pour cette route, on utilise un mélange avec de gravier, avec granulométrie de 0 à 40
millimètres. Et maintenant, nous avons, dans la couche de fondation, nous avons placé notre mélange parce que nous avons dit plus on a d'éléments fins, on peut avoir davantage de problèmes d'obturation. Nous avons eu cette question avant la pause, mais si nous n'avons pas de matériaux fins, nous en aurons toujours besoin de matériaux fins finalement parce qu'on a toujours des frottements. Le matériau n'est jamais lavé, donc on ne veut pas ajouter trop de matériaux en vinesse. Mais de cette façon, l'eau peut mieux s'infiltrer et donc on peut également l'éliminer plus facilement. Si vous êtes d'avis que de ce fait, il n'y a pas d'eau à disposition pour les arbres, ce n'est pas tout à fait vrai. Nous avons une certaine partie de terre, de ricoterre, donc c'est une terre qui vient à gain fait de la betterave, par exemple, et là, elle peut stocker suffisamment d'eau, mais elle est quand même relativement bien perméable. Et les racines ont besoin absolument d'air. Ça, c'est vraiment très important. Ça n'a même plus de priorité que l'eau ou les substances nutritives. Vous vous imaginez, si un jour vous ne mangez pas, ça peut aller encore. Si vous ne mangez pas plus longtemps, vous avez des problèmes. Et pour l'eau, si vous ne pouvez pas boire au bout de 3 jours, ce sera difficile. Et si nous n'avons plus d'air, à ce moment-là, ça devient vraiment très difficile et l'arbre va constituer ses racines à la surface pour obtenir davantage d'air. C'est pourquoi nous devons donner suffisamment d'air à disposition pour l'arbre. Donc, nous avons ensuite le substrat et le revêtement au-dessus. Au-dessus, le revêtement d'aplanissement n'a pas des gravillons de 4 à 8 mm de granulométrie. Donc, nous n'avons pas besoin de plastique. Ça, on voulait l'éviter absolument. Nous voulons que ces parts en finesse soient toujours bien impliquées pour que si en bas j'ai 60 à 45 mm, en haut nous aurons 4 à 8 mm. Donc c'est comme ça qu'on a créé ça en couche. Et comme ça, on peut avoir une bonne stabilité et on peut passer dessus. Donc voyez le substrat. Vous voyez comment le poids est réparti entre les Pierre de l'université de Cornell qui a fait des tests ici un peu plus en profondeur. Donc vous voyez, ici, je vais rentrer un petit peu dans les détails. Nous avons testé, nous avons regardé les plantations et nous avons remplacé par des plantes à feuilles. Nous avons des capteurs, comme j'ai dit. Quelle est l'infiltration? Et nous avons ces tubes de racines. Et encore brièvement, pour vous rendre un petit peu curieux pour la discussion et pour quelqu'un qui ait le courage de me parler ou de m'aborder, on a besoin de quelque chose encore, de cet élément. Et nous testons également différentes concentrations de biochar. Donc, combien de biochar a besoin les arbres? Donc, on voit ici entre 10 et 15%. Une série d'essais a été réalisée. Nous avons également utilisé une ardoise expansée. Ça, on le fait avec une substrat. On essaye avec différents capteurs que nous avons mis en place et nous voyons à quelle vitesse les arbres se stressent. Et puis nous faisons la même chose à Zurich. Nous avons un substrat Technosol recouvrable 2.0, peut-être vous le connaissez. Nous, on le teste également sur le campus, un petit peu comme à Berne. Et là, on utilise également la valide en tant qu'alternative également aux produit que nous avons utilisé, l'ardoise expansée. Et puis ici, voilà quelle est l'apparence de ce projet.
Donc, nous avons également un technosol sandwich et où nous avons mis en place également en tant que fosse multifonctionnelle. Donc, et à droite, si on pense à un sandwich, nous avons le lard, disons, où nous avons beaucoup de muscles nutritifs. Et en haut, nous avons un substrat croustillant qui est imperméable et également en dessous. Et ce que nous faisons également assurer que nous avons également revêtements perméables. Là, nous essayons différents types. Et si vous voulez avoir davantage de détails, vous devez également m'aborder et vous pourrez également en apprendre davantage. Nous avons là testé 84 revêtements différents. Et une petite publicité pour notre webinaire. Nous avons un webinaire avec Sylvia. Là, nous parlons de la ville éponge, nous parlons de différents thèmes, toujours à 16 heures. Nous faisons ça également à la fin du mois, le 29 et 30 mai, en collaboration avec la VSA. Donc, nous avons un campus. Venez me voir également si vous en avez envie. Et vous êtes bien entendu invités à venir me voir à la ZHAV. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphane. Donc, je propose que nous allons collecter maintenant la question pour la discussion et j'invite maintenant Michael Burkhardt sur le podium. Michael Burkhardt ist Professor und Institutsleiter. Michael Burkhardt, il est un professeur et aussi un responsable de l'Institut de l'environnement et du génie des procédés à Rapperswil, dans des autres écoles spécialisées de la Suisse orientale. Et maintenant, il va nous parler donc de séries de tests qu'il a fait avec différents technosols et surfaces perméables et l'état de la recherche sur la rétention des polluants. Merci beaucoup, Michael. Est-ce que ça fonctionne? Alors, tout d'abord, merci pour cette invitation. Merci aussi donc pour cette superbe organisation. Alors, j'adore venir à Lausanne, surtout avec le montant, mais malheureusement, je dois vous quitter avant le repas de midi. Mais tout d'abord, j'aimerais vous montrer très brièvement ou vous donner un aperçu dans deux projets qu'on a menés. Comme mandat pour la ville de Zurich et le canton de Zurich, aussi dans du canton Bâle-Ville. En février, on a eu une réunion de conclusion et justement à cause du temps limité, je ne vais vous faire part que de quelques informations et je vous mettrai donc à disposition toutes ces informations une fois que le tout sera approuvé. Alors, on s'occupe surtout de la thématique de pollution des eaux de chaussée. Ce qui est donc sale ou pollué doit être traité, c'est selon la loi. Et donc, tout ce qui doit être donc infiltré, ce qui doit être réutilisé, il faut que ça soit traité. Et le canton et les VSA, ils ont donc toute une réglementation. Par exemple, les directives de la VSA, comment s'y prendre donc pour les eaux usées donc lors de pluie. C'est très générique. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que nous avons les connaissances que nous avons à faire avec des particules et aussi dans les eaux pluviales qui proviennent des toitures, des façades, des places et surfaces. Alors là où il y a aussi des métaux lourds ou bien aussi usure de pneus qui est aussi une source donc des eaux provenant des chaussées. Alors ici nous avons les particules, l'exemple d'usure des pneus, ça peut être aussi du matériel des toitures qui trouve le chemin donc dans ces eaux, ou bien justement, comme j'ai dit tout à l'heure, exemple de l'usure des pneus. Alors la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on s'y prend avec ces pollution des eaux pluviales. Alors, on ne peut pas tout simplement se défaire de ces planifications. Il faut donc faire face aussi justement au traitement nécessaire pour ces eaux pluviales polluées.
Et encore, à titre indicatif, Pfizer a une systématique. Quelles sont les catégories ou les classes de ces eaux pluviales? Comment est-ce qu'il faut les traiter selon les catégories? Alors, il y a des directives cantonales. On parle de passage organique. Alors, c'est au centre. Ou bien nous avons la situation passage à travers le sol, ou bien les types de surface à drainer aussi. Ce qui nous intéresse surtout, où se trouvent ces technosols? Oui, ces technosols dont on a parlé, peut-être où est-ce qu'ils sont catégorisés quand on parle de ces polluants? Alors, nous avons parlé de substrats pour fosses de plantation, fosses multifonctionnelles. Alors, quand on a de grandes surfaces qui doivent être infiltrées, par exemple à Zurich, on a 70 mètres carrés, on a des milliers de millilitres par mètre carré de précipitation et il faut remplir ces fosses multifonctionnelles. Donc, il faut regarder, il faut avoir une approche plutôt hydraulique. Qu'est-ce qui se passe avec ces eaux pluviales dans les surfaces que on veut où on veut appliquer ces systèmes. Alors, on peut y aller de manière systématique et on se repose sur un test. On veut voir qui est décrit dans une fiche technique. On a des essais comparatifs de rétention des polluants, essais VSA en colonne. On a fait un test des substrats absorbants. On a 7 substrats par joint plante et 4 substrats pour traitement des eaux de chaussée de Zurich et Bâle-Ville. Comme référence, on les a donc comparés et ensuite l'évaluation s'est faite après. On a aussi une rétention du cuivre, du zinc, du diron, du mégot propre à 3 vitesses, rémobilisation par le sel de déneigement, par exemple. Voilà. Aussi, les substrats, par exemple, qui sont utilisés ou adoptés à Zurich, nous avons le substrat A1, A2, A et B. Et il s'agit surtout de substrats qui contiennent des minéraux, et nous avons aussi des petites particules organiques. Ça peut être de la terre noire, par exemple, et aussi le biochar dont on a parlé aujourd'hui en petite quantité, sauf dans le substrat B. Là, on a jusqu'à 10%, je crois. Pour ce qu'on est dans le substrat B avec les grandes pierres ici, alors là, les particules fines ont été concentrées. Tout ce qui est plus petit que 32 millimètres a été utilisé et donc pas ces pierres. Et la partie de biochar est plus élevée. Voilà les résultats. Nous avions testé à 3 vitesses. Alors, on avait 11 matériaux. À droite, 4. Vous avez les sols, les matériaux de sol qui viennent des installations d'infiltration d'eau pluviale, de chaussée. Et les autres que nous avons de Zurich et aussi de Bâle, nous avons les microphones. On voit que le cuivre est mieux retenu que le zinc. Et ce sont les caractéristiques de ces matériaux. Plus petit le débit, mieux est la rétention. Et ça, c'est le débit moindre que nous avons ici. Nous voyons que les matériaux ici, c'est volatile, mais disons que comparé avec ces matériaux de sol que nous avons, comme le cetec bullard, etc., c'est petit. Et nous avons aussi le matériel. Ici, nous avons ces fractions dans le substrat B, moins de 32 millimètres de diamètre. Et nous avons là où l'argile où le contenu d'argile est plus élevé, bien, ce qui est typique pour le processus de l'enrichissement des substances organiques. Et il n'y a pas eu beaucoup au niveau de la remobilisation. Si on regarde un peu les matériaux de Zurich, 1,20 m de profil, d'auteur de profil,
Nous avons 50 et 30 centimètres donc de structure. Nous avons le tout avec un arrosage de 3 pluies fortes, 3 pluies persistantes, 3 petites pluies. Et donc, le temps de contact est influencé. On a aussi le prélèvement d'échantillons après chaque arrosage. Et donc, un prélèvement en entrée et en limite des couches, on a de profondeur, on a pu faire ces prélèvements d'échantillons pour faire ces mesures. Et ce qu'on voit ici, en fait, c'est qu'il y avait une rétention assez élevée. Nous voyons donc 9 puis, donc, on voit ici la concentration donc d'eau d'infiltration et à partir de 80 centimètres, la rétention de tous les polluants, y inclus les particules, est assez bonne, est assez élevée. Et quand on part donc à 1,20 m de profondeur, alors ces polluants n'arrivent pas jusqu'à là. Leur mobilisation moins de 1%, ce qui nous réjouit, c'est qu'il n'y a plus donc de polluants. Ce qu'on peut dire, c'est que même si les résultats semblaient un peu contradictoires, si on se répare donc au temps de contact, c'est-à-dire combien de temps est-ce que l'eau a besoin pour infiltrer donc ces différentes épaisseurs, alors la chose est similaire. Alors, si on a un profil de 1,20 m, on en a fait un aussi avec 50 centimètres. Voilà où on voit les grandes différences. Et les résultats s'expliquent de soi. Si on fait donc une comparaison avec une fosse multifonctionnelle, alors vous avez là de nouveau les différentes pluies. On a testé le tout avec un système filtre en caniveau. On a aussi une autre rétention de polluants pour tous les 4 matériaux. Mais en fait, c'est la surface raccordée, elle est 3 fois plus petite et l'épaisseur de couche, elle est 6 fois plus importante. On a un plus grand volume, il nous faudrait de plus grands volumes pour avoir le même succès pour donc une surface raccordée plus petite. J'arrive à la fin de ma présentation. Il faut veiller, il faut tenir compte dans la pollution et protection des eaux souterraines, même si on planifie donc une ville éponge dès le début. D'ailleurs, moi, ce qui me manque, c'est la phase 0. Je crois qu'on l'appelle comme ça, c'est-à-dire d'éviter les polluants. En fait, la planification d'une ville éponge, il faudrait commencer par réduire le trafic, aussi le ralentir pour avoir une influence sur les polluants du tout. Et ce qu'on voit ici aussi, c'est que lors de beaucoup de discussions, on le ressent, nous disons oui, la couche supérieure, donc ou le substrat supérieur, donc des sols organiques, il doit tout faire, il doit retenir tous les polluants. Alors là, on voit que les résultats disent attention, cela dépend fortement de la chimie, de la composition. Évidemment, les sols sablonneux, ils ne sont pas capables donc de retenir ces polluants. En tout cas, c'est la composition du sol qui fait foi ici. Et donc, il y a une chance pour de bons substrats. Et donc, la fosse multifonctionnelle de Zurich est capable de retenir des polluants des classes de pollution faibles et moyennes, donc 1 mètre de distance à la nappe phréatique. Pour les charges en polluants dans les tests en puits correspondent à 0,5% de la capacité. On a des essais par l'eau. Nous sommes convaincus que beaucoup de communes et de villes, ils ont de grandes surfaces avec moins de polluants. Alors, il faut surtout mettre en œuvre les choses là où la charge est très forte. Et ce que nous ne pouvons pas dire, c'est donc le temps. Combien de temps est-ce que ces substrats peuvent être utilisés? Je crois qu'il faut poser la question aussi pour d'autres sols. C'est le temps qui va nous montrer.
Bon, perspective, je dirais que les tests du VSA donnent une orientation comparative, elles sont reproduisables. Il y a des places où on peut les reproduire. On n'a pas encore compris donc le rôle de certains composants. On avait donc essayé cette terre noire, le biochar de manière individuelle. Ils ne sont pas capables donc de retenir comme si on ajoutait le compost. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Alors le biochar a aussi ici une influence. Je crois que ça, c'est important donc de retenir pour le futur et aussi ces fosses multifonctionnelles. Est-ce qu'on doit délibérément rejeter des polluants dans des fosses multifonctionnelles? Voilà la question qui se pose. Est-ce que la pollution est élevée? Eh bien, combien de polluants est-ce qu'ils peuvent retenir ou absorber? Cela a aussi une influence sur la croissance des plantes. Donc, il faudrait peut-être regarder de plus près. Peut-être qu'une solution serait donc, comme dans d'autres projets ou d'autres régions, qu'on pourrait concentrer donc ces polluants dans un matériel et donc de manière séparée, faire une plantation. Donc là, par exemple, où nous avons des chaussées à haut taux de polluants. En fait, on aimerait avoir l'arbre donc qui est traité avec des eaux saines et propres. Alors voilà quelques reconnaissances des projets qu'on a eus. Je vous remercie de votre attention. Danke, Michael, für deinen Hinweis. Eine ganz Merci beaucoup, Michel. J'ai vu qu'il y avait une petite question technique. Si tu sais que la durée de vie de ces filtres que vous avez testés, est-ce que tu connais la durée de vie? J'imagine que cela dépend fortement des surfaces raccordées, n'est-ce pas? Oui, ça dépend justement des surfaces de raccordement. Si on les dépasse, évidemment, ça devient critique. On le voit parfois. Ça dépend aussi de la catégorie ou de la classe de polluants. Est-ce qu'on parle de métaux lourds? Est-ce qu'on parle de particules? De quel système est-ce qu'on parle? Chez FOSS, il y a aussi les résultats donc de vérification de performance. Moi, je ne peux que répéter ce que disent les fournisseurs ou donc les producteurs. Peut-être qu'on pourrait ajouter quelque chose. Moi, je dirais 10 ou même au-delà de 10 ans, c'est la durée de vie. Et ensuite, en tenant compte de d'autres facteurs. Merci beaucoup donc pour cet résultat. J'aimerais donc faire référence aux résultats que nous avons sur le site web de VSA avec toutes les informations détaillées. Et en français, bon, normalement, il y a la traduction simultanée, mais les résultats des tests des adsorbeurs VSA sont disponibles maintenant aussi en français sur le site du VSA. Et dans ce cas-là, on passe au français. J'invite Benoît Ferrari et Florian Breider à venir ici. Ils vont nous parler un peu plus en détail de l'usure des pneus, des polluants qu'on trouve dans les eaux de chaussée. Benoît Ferrari, il est directeur du centre Ecotox. Et Florian Breider, il est responsable du Central Environmental Laboratory à l'EPFL. Et ils vont nous partager leurs expériences sur ces polluants à prendre avec dans la discussion après. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça va. Parfait. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour l'invitation pour participer à cette journée. Donc, dans le cadre de cette présentation, on va vous parler d'un sujet un peu différent de ce qui a été présenté précédemment. On va vous parler d'une thématique qui est les polluants qui sont en fait liés à la pollution routière, notamment les particules de pneus et les polluants qui y sont associés. C'est une thématique sur laquelle le centre Ecotox, les PFL et puis aussi les AVAG à Dubendorf, on travaille là-dessus depuis environ un peu plus de 4 ans maintenant. Et on va continuer parce que c'est une thématique extrêmement importante pour laquelle en fait, on a très peu d'informations, beaucoup de connaissances sont encore manquantes pour vraiment comprendre le problème. Alors, probablement, vous avez tous entendu parler de microplastiques dans l'environnement, tous vu des images de tortues, d'oiseaux avec du plastique dans leur système digestif,
ou nageant dans une mer recouverte de plastique, comme sur ces images. Ce qu'il faut savoir, c'est que la pollution faite par les particules de pneus, ça fait aussi partie de la pollution plastique. Dans certains cas, c'est même une composante majoritaire de cette pollution plastique. On a des cas vraiment extrêmes. Non, ça ne marche plus. Ouais, mais ça marche plus. Non, parce que c'est des trucs. Vas-y, essaye. Voilà. Donc, dans des cas extrêmes, on peut avoir vraiment une composante, on va dire, liée aux particules de pneus en termes de microplastique qui est extrêmement important. Ça peut aller jusqu'à 90%. Typiquement, pour le lac Léman, il y a des estimations qui ont été faites en termes d'apport en microplastique liés aux pneus, et on estime que c'est de l'ordre de 30 à 35% des microplastiques qui entrent dans le lac qui sont en fait des particules liées à l'usure des pneus. Donc là, vous pouvez voir une image ici à gauche de particules. C'est des particules qui sont très caractéristiques, qui ressemblent un peu à des petites saucisses avec des incrustations et qui font quelques dizaines de micromètres. Donc, ces particules de pneus, en fait, elles sont liées en fait, à l'abrasion du pneu avec la route, avec l'asphalte, et elles sont composées effectivement de la gomme du pneu, mais également d'additifs. Un grand nombre d'additifs chimiques sont ajoutés dans les pneus pour leur donner certaines propriétés mécaniques, pour avoir une certaine adhérence et aussi pour que le pneu résiste avec le temps, notamment lié à l'exposition au gaz atmosphérique, à la lumière, etc. On veut que le pneu garde ses propriétés mécaniques sur le long terme. Donc on ajoute beaucoup d'antioxydants, d'anti-ozonants dans ces pneus. On a aussi dans ces particules de pneus qu'on peut voir ici une photo au microscope électronique, on voit des petites inclusions minérales qui proviennent souvent de la route. Et puis on peut avoir aussi des inclusions provenant des particules de plaquettes de frein des véhicules. Et ce qui est extrêmement important de se rendre compte, c'est qu'actuellement, on va vers des véhicules qui sont de plus en plus gros, massifs, mais également des véhicules électriques qui ont des pneus un peu différents. Donc on peut s'attendre aussi que les émissions de ces particules de pneus évoluent dans le temps, notamment avec l'évolution du parc de véhicules en Suisse et ailleurs dans le monde. Ici, vous voyez un graphe avec les concentrations, donc TWP, c'est Tire Wear Particles. Donc on voit les concentrations qu'on peut retrouver en rouge ici sur la surface de la route. Donc on parle de plusieurs grammes par kilogramme ou par litre. Ça dépend si on parle d'eau de surface ou de masse de sol. On voit que la concentration après diminue très rapidement en fonction de la distance à la route. Et puis qu'on peut retrouver notamment des concentrations après dans les rivières ou dans des mares qui se situent à proximité de ces routes et aussi dans les sédiments. Pourquoi dans les sédiments? Parce que ces particules, contrairement aux autres plastiques, on va dire plus conventionnels, c'est des particules de plastique qui sont plutôt lourdes, notamment par le fait qu'elles contiennent des incrustations minérales, ce qui va faire qu'elles vont très rapidement sédimenter. Donc c'est plutôt des particules qu'on va plus facilement retrouver dans les sédiments. Donc peut-être pour avoir un aperçu, il y a eu quelques études qui ont été faites, c'est une thématique qui est relativement récente, mais on a déjà des études qui ont été faites par exemple en 2017 et en 2021 pour évaluer les émissions de particules de pneus à l'échelle de différents pays. Ici, par exemple, on peut voir une étude qui avait été faite pour les Pays-Bas, où on voit qu'on estime à 15 000 tonnes de particules de pneus qui sont générées sur la route. Dans cette étude, on considère qu'il y a à peu près 1000 tonnes qui sont émises vers l'atmosphère. Ces particules vont voyager, vont être transportées, en tout cas les particules les plus fines, et venir potentiellement
contribuer à la pollution atmosphérique, des particules fines. Et puis, la grande partie de ces particules vont ensuite être transportées vers les cours d'eau, vers les eaux de surface, s'accumuler par exemple dans les sédiments, être potentiellement captées par les organismes vivant dans ces systèmes aquatiques. On peut également avoir une partie de ces particules qui finissent dans des systèmes d'épuration des eaux. Et en fait, suite à ces différents constats, le Conseil fédéral a publié l'année passée un rapport suite à une interpellation à ce sujet, mentionnant clairement qu'il était maintenant important en Suisse de réfléchir à quelles sont les mesures à prendre pour réduire l'impact de ces particules de pneus et des additifs qui sont présents dans ces particules, mais également de mieux comprendre quelles sont les potentielles conséquences à la fois pour les écosystèmes, mais aussi pour la santé humaine. Et là, vous voyez quelques estimations. Donc, on estime entre 13 à 21 000 tonnes par année en Suisse qui sont émises, et entre 16 et 39% qui vont dans les eaux superficielles et entre 36 à 57% dans les sols. Il y a une énorme marge d'erreur parce qu'il y a encore peu de connaissances sur cette thématique. Maintenant, pour étudier ces particules de pneus, on parle de tonnes, là, ça paraît énorme, mais c'est en fait très compliqué de les capter et puis d'avoir des particules, entre guillemets, pures pour les étudier. Donc, dans le cadre de nos activités, on va travailler soit sur des pneus qui sont cryogénisés et broyés pour pouvoir les analyser, mais également avec des simulateurs de route où des pneus vont tourner pendant des heures et on va venir récupérer, vous voyez, des espèces d'aspirateurs qui vont venir capter les particules de pneus dans ce tambour qui est recouvert d'un asphalte. Et ce qui est extrêmement important maintenant, c'est de pouvoir caractériser ces particules, connaître qu'est-ce qu'elles contiennent, quelle est la diversité des additifs qui sont présents dans ces particules. Pour donner quelques noms de molécules, je ne veux pas faire la liste, il faut s'imaginer qu'il y a des dizaines, voire des centaines de composés qui sont présents. On a par exemple la diphénylguanidine, qui est un composé qui est utilisé pour accélérer la vulcanisation des procédés de fabrication des pneus. On a la 6-ppdéquinone, on reviendra là-dessus plus tard. Cette 6-ppdéquinone, en fait, ce n'est pas un produit qui est présent dans les pneus, c'est un sous-produit de dégradation d'un additif présent dans ces pneus. Et puis, on a beaucoup de ce qu'on appelle des composés aromatiques polycycliques, les HAP, qui sont présents dans les pneus parce qu'ils sont présents parce qu'on ajoute en fait, volontairement de la suie en fait, dans ces pneus. C'est pour ça que les pneus sont noirs. Et c'est aussi une classe de polluants qui est potentiellement problématique. Alors, on va pas faire un cours de chimie trop détaillé, mais juste pour vous expliquer la complexité de ce problème, c'est qu'il faut vous imaginer que dans les pneus, on a une quantité d'additifs, notamment d'antioxydants, qui sont là pour protéger le pneu de l'oxydation et du vieillissement. Et comme on a ajouté des antioxydants, ces antioxydants vont être transformés à la place de la gomme du pneu et former des sous-produits. Et là, vous pouvez voir au centre de ce schéma la molécule mère, donc la 6-ppd qui est au centre, et celle-ci, en fait, va générer toute une panoplie, toute une palette d'autres composés par réaction avec l'atmosphère, avec la lumière, etc. Et notamment la fameuse 6-ppdéquinone, peut-être vous en avez déjà entendu parler, qui est responsable en partie, typiquement sur la côte ouest des États-Unis, des déclins des populations de saumon. Donc, ça vous montre en fait la complexité chimique de ces particules et on est très loin de comprendre en fait la toxicité de chaque sous-produit encore. Alors, récemment, donc, jusqu'à maintenant, on a mené pas mal de travaux de laboratoire pour essayer de comprendre le comportement de ces particules en laboratoire, comment elles peuvent interagir avec les organismes vivants dans des aquariums. Mais maintenant, c'était le temps d'aller voir qu'est-ce qui se passait sur le terrain. Donc, récemment, on a eu la chance d'aller avec la DGE du canton de Vaud faire quelques échantillonnages. Et puis ici, vous pouvez voir, en fait, toute une liste de composés qui sont en fait typiquement associés aux pneus, qui ont été mesurés en fait dans les drains qui amènent l'eau de surface, qui ruisselle sur les routes vers les cours d'eau. Et puis vous pouvez voir que, alors là on a différentes rivières de la région lausannoise,
et on peut voir qu'on a des concentrations, alors ici en nanogrammes, mais relativement élevées de ces polluants, et on peut voir que dans certains sites les plus pollués, on a vraiment toute une panoplie de composés qui sont vraiment liés au trafic routier. On s'imagine que cette pollution, elle reste dans les zones urbaines, mais on s'est quand même posé la question si on allait mesurer dans des zones très éloignées, dans des lacs apparemment intacts, et puis aussi quelques lacs, notamment le lac de Joux, où on sait qu'il y a un peu de trafic routier, mais pas un trafic routier aussi énorme qu'on peut avoir dans la région lausannoise. Et puis, effectivement, on peut retrouver ces composés même dans les eaux de ces lacs, même très, 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 très loin des zones, on va dire, urbanisées. Et alors, bien sûr, on a des concentrations beaucoup plus faibles, de quelques dizaines de nanogrammes par litre, mais on peut voir clairement que ces composés sont partout, se distribuent à la fois dans l'eau, dans l'air, dans les sols. Et des simulations qui ont été faites récemment confirment ça, parce que, par exemple, des particules de pneus, on peut en mesurer au Groenland. Et puis, vous imaginez bien qu'au Groenland, il n'y a pas un trafic énorme, c'est peut-être quelques motoneiges, mais il n'y a pas vraiment un trafic avec des pneus comme on l'a en Europe ou aux États-Unis. Et puis ces modèles-là montrent effectivement que la pollution liée à l'usure des pneus se propage. Effectivement, là on parle de la fraction la plus fine qui va être aéroportée. La fraction la plus lourde et la plus grossière va se redéposer localement dans les zones plutôt urbaines. Maintenant, je vais laisser la parole à Benoît. Merci Florian. Donc, juste pour continuer, vous avez compris que ces particules de pneus, on pouvait les retrouver un peu partout dans l'environnement. Et donc, la question qui suit, est-ce qu'elles représentent un danger ou est-ce qu'elles représentent un risque pour les organismes aquatiques ou pour les écosystèmes en règle générale ? Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des travaux de recherche qui ont été réalisés jusqu'à présent sur la toxicité de ce type de particules, ça a été réalisé essentiellement sur le milieu aquatique. Très peu de travaux de recherche ont été faits sur le sol. C'est pourquoi je vais présenter aujourd'hui essentiellement des exemples tirés de la littérature et des expérimentations qu'on a réalisées donc avec le PFL et puis les AVAG sur la toxicité des pneus plutôt dans le milieu aquatique. La question de l'exposition des organismes, c'est déjà une question qui est extrêmement centrale. Est-ce que, puisqu'on les retrouve dans l'environnement, est-ce que nos organismes qui peuplent, est-ce que la biodiversité qui peuple ces écosystèmes sont capables de voir donc, ces particules que l'on retrouve dans l'environnement? Vous avez un exemple ici, à droite, d'une crevette qui a été exposée justement à des particules de pneus qui provenaient soit des eaux pluviales issues des routes, soit des récupérations d'échantillons dans des drains routiers. Et ce que l'on peut observer, je ne sais pas si le... Ah oui, ça marche. Donc, ce que l'on peut observer, c'est que lorsque ces crevettes-là sont exposées au bout d'une heure, on voit qu'il y a apparition dans le tube digestif de ces particules. Donc, ça veut dire qu'elles sont capables de voir ces particules-là. La même chose sur un amphipode, donc une hyalelle, que l'on trouve communément donc, au nord-américain, sur le continent nord-américain, où on peut voir ici cette traînée noire, c'est en fait des particules de pneus que l'on peut retrouver dans le tube digestif. Donc, dès lors qu'elles sont exposées, elles peuvent voir effectivement ces particules. Donc la question qui suit, si elles voient les particules, est-ce qu'elles sont capables de les digérer? Alors on a réalisé des expérimentations au laboratoire. Donc ici je vous donne l'exemple d'expérimentation de simulation de fluides digestifs, donc à la fois de fluides donc, gastriques et de fluides intestinaux. Donc, qui ont été modélisés au laboratoire. Donc, c'est-à-dire qu'on a recréé un environnement qui ressemble à celui du tube digestif d'une truite arc-en-ciel, auquel, par la suite, on a exposé donc, des particules de pneus et regardé la digestion. Et tous les composés que Florian a discutés auparavant, on peut les retrouver au cours de cette digestion avec plus ou moins une solubilisation de ces composés en fonction du caractère hydrophobe de ces contaminants. Ça, c'est pour la partie organique, mais on a réalisé également des expérimentations pour les métaux et on voit surtout que le zinc est fortement relargué de ces particules-là.
Donc ce que l'on peut dire, c'est que la digestion pourrait entraîner l'exposition à un cocktail de substances chimiques, en plus de l'exposition directe aux particules et de l'exposition aux substances que l'on trouve directement dans l'environnement. Donc plusieurs voies d'exposition qui sont importantes à prendre en considération dans l'évaluation du risque et du danger de ces substances-là. Donc, elles sont capables de voir, elles sont capables d'interagir avec ces substances-là. Est-ce qu'on observe des effets? Alors, si je reprends l'exemple de ce petit amphipode-là dans lequel on avait retrouvé des particules dans les tubes digestifs, ce que l'on a pu observer, c'est qu'on peut observer des effets sur le long terme dès lors que ces particules sont en contact avec ces amphipodes. Donc, ça je vous résume un petit peu la partie de ce qu'on trouve dans la littérature. Il y a plein d'autres exemples, mais simplement celui-là illustre bien. Lorsque l'on regarde en termes de survie, on voit qu'on a une diminution de la survie, c'est-à-dire une augmentation de la mortalité, une diminution de la reproduction en fonction de l'augmentation du nombre de particules qu'on trouve, et une diminution également de la croissance en fonction de l'augmentation de concentration de ces particules-là. Si on reprend maintenant notre truite arc-en-ciel modélisée en quelque sorte, on est allé essayer de voir un peu plus finement s'il y avait une spécificité de la toxicité vis-à-vis des tissus de ces organismes-là. Donc en allant tester à la fois directement des particules ou alors donc des lixivias issus du contact de l'eau avec les particules, ce qu'on pourrait retrouver dans l'environnement, ou alors donc les digestats qui ont été produits justement au cours de cette digestion artificielle. On a testé tous ces échantillons-là à l'aide d'approches plutôt cellulaires. Au lieu de sacrifier du poisson, on utilise une approche plutôt in vitro directement à l'aide de cellules qui peuvent être issues donc, du tube digestif ou de cellules qui peuvent être issues des branchies. La mise au contact de ces différents échantillons a essentiellement fait ressortir qu'on avait une toxicité spécifique des particules de pneus, des lexivia et des digestats, pas au même niveau. Des concentrations de particules de pneus qui présentent une toxicité, mais qui dépassent les concentrations qu'on pourrait retrouver dans l'environnement. Donc ça, c'est un peu plus rassurant, on va dire, puisqu'il faudrait en mettre beaucoup pour observer une toxicité, en tout cas aiguë. Et que ces particules de pneus, et ça c'est un peu plus inquiétant, ces particules de pneus relarguent continuellement des substances chimiques. Alors, on a cité le zinc dans les présentations précédentes. On a aussi cité la 6-ppdéquinone, qu'on utilise comme agent anti-ozonant dans les pneus. Ces deux substances-là, on a montré qu'elles représentaient un facteur de toxicité avéré, en tout cas pour les cellules de poisson. Donc, il y a beaucoup de suspicions que l'on trouve cette toxicité vis-à-vis de ce type de substance chimique. Si l'on pousse un peu plus loin et qu'on revient sur le cas de la 6-ppd et donc la fameuse 6-ppdéquinone, donc historiquement, je vais passer, puisque Florian en a parlé déjà auparavant, beaucoup de travaux avaient été faits en regardant en fait les eaux de ruissellement des routes et puis d'essayer de comprendre la toxicité de ces eaux de ruissellement sur la biodiversité, l'effet sur la biodiversité, comme j'en ai parlé. Mais il s'est avéré que sur la côte ouest des États-Unis, donc des chercheurs avaient observé un comportement bizarre donc, de certains salmonidés. Et la mort dès lors qu'on avait des épisodes pluvieux et donc de l'eau pluviale qui rentrait donc dans ces petites rivières. Donc un changement de comportement jusqu'à une mortalité et jusqu'à il y a très récemment un article a montré, donc ces chercheurs qui se sont penchés sur la question ont prouvé en fait que la dégradation, enfin la transformation de la 6-ppd en 6-ppdéquinone, que cette 6-ppdéquinone qu'on trouvait dans les rivières impactait fortement donc les salmonidés. C'est une preuve en fait que les particules de pneus et celles qu'on peut retrouver dans l'environnement, est-ce qu'elles sont capables de libérer, peut occasionner des impacts qui peuvent être extrêmement importants. Du coup,
Tout le monde s'est intéressé, si vous voulez, à la 6-ppdéquinone et est allé, beaucoup de publications sont sorties, donc c'était surtout sur la toxicité vis-à-vis d'une espèce qui est très sensible aux États-Unis. Donc les chercheurs ont voulu voir si cette sensibilité pouvait être également en fonction de l'espèce, des différentes espèces de poissons qui pouvaient être testées. Et il s'est avéré qu'en fait, en fonction de l'espèce que l'on obtient, on a des sensibilités spécifiques. Là, on peut voir sur ce graphique, plus la concentration est basse, plus on observe donc une forte toxicité pour ces différentes espèces présentes. Donc on voit qu'on a bien une distribution de sensibilité des espèces de poissons, ce qui permet de mieux cerner le risque pour ces communautés. Des investigations sont en cours un petit peu pour élucider les mécanismes de mode d'action qui sont derrière et qui sont liés à la 6-ppdéquinone. De notre côté, on est revenu sur les cellules de poisson. On a rajouté en plus de cela donc des cellules de cerveau. Et ce que ces graphiques-là vous montrent, d'un côté, vous avez les concentrations de 6-ppd en fonction de la viabilité, la viabilité cellulaire, en fonction des concentrations grandissantes de 6-ppd. La même chose en fonction des concentrations de 6-ppdéquinone. Ce que l'on peut observer, c'est que lorsque l'on teste les différentes cellules, pour la 6-ppdéquinone, on a à peu près, peu importe donc le tissu testé, donc les branchies, les intestins ou le cerveau, on observe à peu près une toxicité équivalente, mais dès lors qu'on teste la cellule de cerveau par rapport à la 6-ppdéquinone, on n'observe pas de toxicité pour les autres tissus cellulaires, mais on observe une forte toxicité pour les tissus du cerveau, qui est à des concentrations qui sont à peu près équivalentes à celles qu'on retrouve donc en travaillant sur le poisson, sur la truite arc-en-ciel directement. Ce qui montre bien qu'on a une sensibilité, en plus d'une sensibilité spécifique donc aux espèces, on a une sensibilité spécifique aux tissus. Et ce qui est soupçonné derrière, c'est qu'on a un mode d'action plutôt lié à la neurotoxicité. Et si vous vous rappelez de ce que j'ai dit auparavant, ce que l'on a pu observer sur le comportement des salmonidés aux États-Unis, c'est qu'avant qu'ils meurent, il y a une phase de comportement complètement perturbé qui augmente justement la probabilité que cette substance est réellement neurotoxique. Donc on peut faire cet exercice-là pour d'autres substances chimiques qui sont relarguées par les particules de pneus, mais il reste encore énormément de travail et de connaissances à acquérir. Alors quelle solution? Je te repasse la main, Florian. Merci. Donc, comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de questions qui restent en suspens, notamment liées à ces questions de toxicité, et puis encore plus du point de vue de la toxicité pour la toxicité humaine, où on a encore moins de données que les données écotox disponibles actuellement. Donc il y a vraiment beaucoup de questions ouvertes. Maintenant, c'est quelles sont les solutions qu'on pourrait apporter à ce problème-là pour essayer de réduire la pollution environnementale. Pour vous dire, en fait, la question de la 6-ppdéquinone sur la côte ouest des États-Unis, c'est un problème maintenant qui est devenu politique. C'est remonté jusqu'au Congrès américain et notamment une organisation qui s'appelle Earth Justice, en quelque sorte porté plainte contre l'association des producteurs de pneus américains pour finalement l'impact de leurs produits sur l'écosystème et finalement aussi sur l'économie de la pêche dans cette région. Donc forcément que quand on est poursuivi aux États-Unis, il va falloir montrer un peu une certaine réactivité en termes de solutions qu'on peut apporter. Et une des solutions qui est en cours de réflexion auprès des producteurs de pneus notamment, c'est d'essayer de réfléchir à des alternatives, notamment à la 6-ppd, cet anti-ozonant qui est utilisé dans les pneus pour leur donner une durée de vie plus importante.
Donc le remplacement des substances, c'est une solution. Ce n'est pas une solution facile parce que finalement, on recherche des substances alternatives, moins toxiques, mais qui ont les mêmes propriétés que cette fameuse 6-PPD. Et c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut aussi prendre en compte que ces substances-là, elles vont diffuser hors des pneus avec le temps. Donc on veut à la fois une substance qui est moins toxique, qui a la même propriété, mais qui ne diffuse pas plus vite non plus, parce que sinon, effectivement, la durée de vie des pneus va être réduite comparée aux pneus actuels. Donc ça fait partie de recherches qui sont faites notamment par les industriels. Les autres alternatives, c'est finalement d'essayer de récupérer ces eaux, de traiter les eaux de ruissellement. Alors, pour l'instant, il y a aussi très peu d'études sur l'efficacité de l'infiltration sur la rétention ou la dégradation de ces composés dans les sols. Il y a notamment ici une publication de 2013 où ils ont fait des essais dans des sols qui sont plantés avec différentes espèces, et puis ils ont essayé de regarder comment ces composés, notamment la 6-PPD-quinone, étaient éliminés. Là, on voit qu'en fait, dans leur système, ils ont réussi à avoir un abattement assez important, donc c'est assez bon signe. Ça montre que l'infiltration de l'eau dans les sols permettrait potentiellement d'éliminer cette 6-PPD-quinone. Par contre, là encore, là on parle d'un composé. Vous avez vu la panoplie de composés qui sont générés suite à la dégradation de la 6-PPD, donc le composé de base qui est présent dans les pneus. Et puis ça, c'est qu'un additif parmi tous les additifs qu'il y a dans les pneus. Donc la problématique, elle est toujours aussi complexe. Il va falloir investiguer quelle est la toxicité et le comportement finalement de chaque classe de molécules qu'on peut retrouver dans ces pneus. Une autre alternative dont j'ai entendu parler, c'est par exemple de développer des systèmes où on va venir nettoyer les routes avec des espèces de buses et en même temps récupérer l'eau de lavage des routes. C'est une possibilité, probablement que c'est extrêmement coûteux aussi en termes d'énergie, de distance à traiter. C'est, à mon avis, pas forcément une méthode qui peut être appliquée partout. Bouton. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cet article qui a été publié justement à la fin 2023, ils ont commencé à évaluer aussi le temps de demi-vie de la 6-PPD et 6-PPD-quinone. C'est des informations qui sont essentielles pour pouvoir, en quelque sorte, prédire le temps de résidence de ces substances-là dans le système. Donc là, par exemple, dans un sol, pour la 6-PPD-quinone, ils l'ont évalué à 75 jours. Cette demi-vie, et pour la 6-PPD à 340 jours. Un point qui a été relevé avant, c'est que c'est important d'infiltrer l'eau, c'est important aussi d'avoir de l'air, et je pense que c'est d'autant plus important d'avoir de l'air pour éliminer ces composés-là, vu que c'est des antioxydants. Si on est dans des conditions trop saturées, probablement que le temps de dégradation va être beaucoup plus lent. Et puis, finalement, si on regarde un peu ce qui est fait en Suisse pour les routes, on sait qu'il y a ces systèmes de traitement et d'évacuation des eaux de chaussée, ces fameux CETEC. Alors, à ma connaissance, je ne sais pas s'il y a encore vraiment des études qui vont évaluer vraiment en détail l'efficacité de ces systèmes-là pour l'élimination de ces produits liés aux pneus, mais je pense qu'il y a vraiment un effort important à avoir là-dessus, d'essayer de comprendre quelle est la capacité de ces systèmes-là en termes d'élimination des additifs et sous-produits liés aux particules de pneus. Donc, avec ça, pour conclure, je pense que Benoît sera d'accord avec moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de recherches à faire sur cette thématique très, très spécifique qui a notamment émergé suite un peu au scandale de la 6-PPD-quinone aux États-Unis. C'est ça qui a fait un peu démarrer la recherche sur cette thématique. Il y avait déjà quelques laboratoires qui travaillaient là-dessus, mais quand finalement le scandale de la 6-PPD-quinone est apparu, la recherche a commencé vraiment à s'y intéresser, et puis je pense que ça va durer quelques années encore. Et puis juste pour compléter, ça fera certainement partie de la discussion après, mais on est en discussion continuelle avec les industriels du pneu, les principaux producteurs donc à l'échelle mondiale,
ils nous font part en fait de cette inquiétude-là aussi pour eux, pour leur business, donc ça c'est normal. Donc en fait, ils mettent aussi en avant pas mal de choses pour faire évoluer la recherche au niveau des pneus et pour participer aussi donc à aider à trouver des solutions pour diminuer donc l'impact des particules ou en tout cas l'exposition des particules dans le milieu. Voilà, merci. Merci. Merci beaucoup Florian et Benoît. Donc le pneu vert, il n'existe pas encore. Pas tout de suite, il y a encore Pas un peu tout de de temps. suite. Mais c'est quand même sympa de voir qu'il y a quand même quelque chose qui bouge, on va dire, du point de vue mesure à la source. Oui, Parce que Michael tout à l'heure a appelé Maßnahme 0 ou phase 0. Oui. Voilà. J'appelle donc tous les orateurs de ce matin à me joindre ici pour une petite ronde de questions. Je vais tourner celui-là et puis Marie, tu me diras si jamais il y a des questions qui ressortent plus importantes. Pardon. Voilà. Alors là-bas, il y a un micro. Là, il y a un micro. Vous avez aussi un micro, donc ça devrait jouer. Je pense qu'on commence directement avec la question qui avait été posée juste à la fin, avant la pause café. C'était, voilà, c'est le système FOSS de Stockholm, ou même en allant plus loin, le système des FOSS multifonctionnels que vous avez présenté ce matin. C'est quelque chose qui est un peu à la mode. Tout le monde veut en faire, mais je pense qu'on est bien d'accord, c'est pas partout nécessaire d'en faire. Est-ce que vous avez une réponse sur dans quel cas ça a effectivement du sens de pousser, d'aller jusqu'au point de faire des FOSS multifonctionnels aussi du point de vue de leur coût, et où des autres types de FOSS ou même de la plantation en pleine terre a plus de sens? Non, mais je crois que la question était pertinente. Aujourd'hui, on parle de ces FOSS parce que voilà, c'est l'objet de cette conférence, mais il y a peu de certitude et de conviction immuables dans nos métiers, mais il y en a une. C'est que quand on fait des copier-coller de solutions qui fonctionnent, c'est le meilleur moyen de se planter. Donc quand on ne réfléchit pas à pour qui et pourquoi on fait les choses, et ce, de manière récurrente pour chaque nouveau projet, ben forcément que tôt ou tard, et ce sera plutôt tôt que tard, on va se planter. Et donc, utiliser de la FOSS multifonctionnelle, c'est en dernier recours. Quand on n'a pas de place, qu'on a beaucoup d'eau à gérer, qu'en plus elle est probablement un peu polluée, qu'on doit avoir des surfaces portantes, que dessus on doit pouvoir déneiger, mettre un accès pompier, une terrasse, j'en passe et des meilleurs. Là, ça fait du sens. C'est clair que si on a de la place, et qu'en plus on a de la terre à disposition, la terre végétale, a priori, pour la biodiversité, pour l'équilibre du milieu, c'est quand même un truc qui fonctionne assez bien et utilisons-le. Donc moi, je pense que cet après-midi, au Plaine du Loup, on verra, enfin, la visite du quartier, on verra toutes ces notions d'arbitrage, quand est-ce que ça fait du sens d'utiliser l'un de l'autre. Mais voilà, j'en discutais à la pause tout à l'heure avec un des participants, on ne s'achète pas une Formule 1 pour aller faire ses courses, quoi. C'est un peu la même chose. Merci pour ta réponse. Je pense que Pascal, il veut rebondir. Et puis la question, c'est peut-être aussi du côté suisse-alémanique. Est-ce que vous êtes du même avis ou pas? Mais d'abord, Pascal. Oui, des petits points en complément, bien sûr que je suis d'accord avec ça. Maintenant, ça s'appelle multifonctionnel, ça veut dire qu'il y a des fonctions. Donc, est-ce que vous avez besoin de ces fonctions? Ce qui a été évoqué dans la question ce matin, c'est la portance. Ça, c'est le système terre-pierre. Ce n'est pas la fosse multifonctionnelle qui offre en particulier cette fonction. Et déjà, si vous n'en avez pas besoin, vous n'êtes déjà plus sur un mélange terre-pierre. Ensuite, multifonctionnel. Pourquoi? Il y a la fertilité. Si vous avez une terre végétale et que vous pouvez assurer une bonne implantation, vous n'avez pas besoin de cette fosse multifonctionnelle. Et puis, il y a la gestion de l'eau, quantité, qualité. Si vous n'êtes pas sur un bassin versant à traiter, vous n'en avez pas besoin. Donc, il y a vraiment une hiérarchisation à faire. Et comme l'a dit Emmanuel, on est sur une solution très intégratrice, très compacte, qui a été pensée pour l'environnement urbain, dans laquelle on nous dit
dit, mais on ne sait pas où mettre l'eau, on ne peut pas l'infiltrer, on ne peut pas la traiter. Voilà. L'employer en copier-coller n'importe où ailleurs, bon, c'est sûrement, comme ça a été dit ce matin, ça peut être une mode, mais ce n'est pas sûr que ce soit intelligent. Stéphane, est-ce que tu veux rebondir là-dessus? Fonctionnalité là. Ja, eben, ich kann mich nur... Oui, je peux vous rejoindre. Concernant ces substrats recouvrables, oui, c'est vraiment la dernière solution. Vraiment, s'il n'y a plus de place, quand tout est recouvert et nous voulons absolument avoir cette extension des racines, bien sûr, il faut prendre ces substrats. Mais l'urbanisation ou dans l'aménagement, si on a suffisamment d'espace planifié, c'est tout aussi important ou au moins aussi important de créer de la place pour les arbres. Parce qu'à ce moment-là, on n'aura plus de maux de tête après. Ou ultérieurement, nous avons de la place, on peut utiliser de la terre normale, de l'humus, que nous trouvons également dans la nature, certaines couches que l'on peut peut-être adapter. Mais sinon, bien entendu, on peut économiser beaucoup d'argent, beaucoup de travail, de dépenses. Et ça peut faciliter si on a, lors de l'aménagement ou par avance, on peut planifier de la place pour les arbres. De l'aménagement du territoire qu'on va toucher peut-être dans une autre journée Ville-Éponge. Vous parliez tout à l'heure de fonctions. Une des fonctions qu'on a soulevées, surtout vers la fin aussi avec la présentation de Benoît et de Florian, c'est la question de la rétention des polluants des eaux de chaussée. Là, Michael, il a dit ce matin, il y a un peu ce mythe de la pleine terre. Tant qu'on fait de l'infiltration à travers de la pleine terre, c'est considéré selon les directives, selon l'OFEV, c'est peut-être aussi une question de génération. Elles ont quand même un certain âge, ces directives, que c'est super, la pleine terre, c'est parfait, ça retient tous les polluants, c'est le filtre magique. Est-ce qu'il faut peut-être un petit peu revoir aussi ce mythe? Pourquoi pas Alors, le sol, en général, c'est un bon camarade, c'est-à-dire qu'il se pollue parce qu'il retient, bien sûr. Alors, de là à dire qu'ils retiennent 100%, certainement pas. Ça dépend du sol, ça dépend des conditions, ça dépend des catégories, et particulièrement avec ce qu'on a vu tout à l'heure, ces cortèges de molécules et de métabolites, dont certains réagissent à l'oxydoréduction, d'autres pas. Donc, dont les absorptions, d'être retenues ou pas sur les particules du sol, va dépendre, là encore, des conditions géochimiques. Est-ce qu'il y a de l'air, est-ce qu'il n'y en a pas, quel est le pH, etc. C'est d'une complexité inouïe, on ne sait pas faire. Or, ce qu'on ne sait pas non plus, c'est évaluer derrière, on a vu le travail, la toxicité des métabolites, au sens large, pas uniquement sur une cellule de cerveau d'une truite, etc. On ne sait pas, il faut déjà connaître les métabolites, connaître ce qu'on appelle leurs pathways, et puis ensuite la toxicité. Donc on est forcément dans une situation d'apprenti sorcier. Et ce qui fait peur, c'est beaucoup ces métabolites. Donc, parce que ne les connaissant pas, on ne va pas aller les chercher en dessous. Ensuite, il y a le développement, mais là, ce serait peut-être, Benoît pourrait nous en parler, de tout ce qui est test biologique, justement. On en a vu un exemple ici, mais on n'est pas non plus capable de couvrir un spectre complet. Et ensuite, on a encore toutes les normes d'évaluation des toxicités, proportionnalité dose, effet, etc., dont on sait qu'elles ne fonctionnent pas non plus. Alors, on va arrêter là avec le cauchemar, parce que sinon on n'aura pas faim tout à l'heure. Mais c'est pour dire que, non, on ne peut évidemment pas répondre que ça fonctionne. Ce qui est certain, c'est que sans les sols, nos nappes seraient beaucoup plus polluées. Voilà, donc tant mieux si les sols sont là. De là, les considérer comme un rétenteur universel, permanent et même dépollueur, certainement pas. Et je voudrais rappeler que quand un sol est pollué et qu'on vous dit on va le dépolluer, ça veut dire qu'on va le détruire, c'est-à-dire le mettre en décharge. On ne sait pas dépolluer un sol. Je peux rajouter. Ouais, je crois que c'est bien dans ta question, il y a comme une chose, on dit passer à travers un sol, mais un sol, de mémoire, il y a une définition du sol qui dit que c'est la couche meuble de la croûte terrestre. C'est assez large, ça fait un spectre assez important. Et, la qualité des sols, elle n'est jamais définie, encore moins dans un appel d'offres. Donc on dit on va faire passer ça à travers un sol, on peut aussi dire faisons passer ça à travers un truc. Là, on sera tous conscients que c'est absurde, mais finalement c'est la même chose. Est-ce
que Michael, tu veux rajouter quelque chose? Ich denke, wir müssen unterscheiden zwischen der Bodenphysik und Je pense qu'il faut faire une différence entre la chimie et la physique du sol, parce que souvent on a parlé des propriétés physiques du sol, c'est-à-dire c'est pertinent, est-ce que nous observons la retenue des polluants, mais est-ce que c'est suffisant si nous avons la retenue des substances, on le connaît, on en parle dans l'enseignement sur les sols au niveau classique, on regarde différentes parties, il faut comprendre la physique des sols, la chimie, et nous devons également comprendre la biologie. Et maintenant, si les particules sont là, sont également, quand on se focalise, donc la physique suffit. Si nous regardons les métaux lourds, la chimie rudimentaire suffit, la valeur pH et les métaux lourds sont associés avec les particules, donc la physique suffit. Mais si nous regardons les substances traces, par exemple, comme dans les installations d'épuration, il faut regarder la dégradabilité, donc la chimie, la biologie, et là c'est un challenge pour les substrats. Et au début, ils sont morts au niveau biologique, et donc et c'est important de s'occuper de leur comportement et de voir comment ils se comportent, parce qu'on est d'avis que les substances et quelle sera leur importance à l'avenir. Merci Michael, il y a beaucoup... Fazit de ce matin. Il y avait deux questions qui étaient revenues aussi du public sur Slido qui touchent vraiment un peu à cette question de la protection des eaux souterraines. Je sais qu'il y a plusieurs personnes de différents cantons des services de la protection des eaux souterraines qui sont là. On a vu les premiers résultats de rétention de ces polluants ont quand même l'air assez chouette, donc on espère que ça continue à évoluer dans cette direction. Mais on a quand même vu, on a un substrat qui a aussi... on veut faire couler l'eau quand même assez rapidement, et puis il y a souvent toute cette question qui revient toujours, elle est déjà revenue l'année passée, des flux préférentiels qui se créent le long surtout des racines. C'est clair que c'est une thématique plutôt dans la pleine terre qui est beaucoup plus fine. Est-ce que c'est une question à traiter aussi dans ces substrats où, par exemple, si on a des cas, pas comme aux plaines du Loup, mais là où on a effectivement une infiltration qui se fait sur le fond qui est assez conséquente? Je peux en tout cas répondre sur ceux sur lesquels on travaille. On observe très peu de flux préférentiels déjà à l'échelle d'un petit volume. Et puis on a expérimenté, donc évidemment quand on fait le mélange terre-pierre sur différents ratios, et on n'a pas observé beaucoup de flux préférentiels. Disons dans la configuration sur laquelle on travaille, donc tout ce qui est fosse multifonctionnelle, on est quand même sur un circuit d'eau qui est assez long, qui est plusieurs mètres dans ces fosses. Et plus le circuit est long, plus l'infiltration préférentielle, donc le bypass des polluants, va disparaître, quoi. Donc on ne l'observe pas sur des courtes distances, donc ce n'est pas un point qui, moi, me fait beaucoup souci. Merci pour cette première indication. Et l'autre question, c'est peut-être une question à poser aussi vers les personnes des services de protection des eaux souterraines. C'était la question... voilà, on a des premières connaissances, il y a pas mal de tests et de projets pilotes qui se font. Est-ce que vous pensez que c'est possible de donner des dérogations, vu que c'est une thématique qui n'est pas encore traitée dans les normes, une dérogation pour des projets pilotes, surtout si c'est des projets de type laboratoire réel sur place? Est-ce qu'il y a quelqu'un des offices ou des services cantonaux qui veut se prononcer? Ouais, on peut le couper si jamais de l'enregistrement vidéo. On peut faire passer un micro si quelqu'un veut se prononcer. Oui, Bastien, lui, il se prononce. Attends, on va t'apporter un micro. Tu vas vite? Je peux dire des bêtises vu que je ne suis pas hydrogéologue. En fait, l'enjeu, ça va être l'eau de boisson.
pour Genève, les secteurs où on n'a pas d'enjeu d'eau de boisson, on est déjà parti sur des projets pilotes avec la géologie cantonale. On accepte de prendre un risque là où les eaux souterraines sont déjà impropres à la consommation, mais ça va dépendre de la géologie de chaque canton en fait, du système géologique, puis quelles sont les eaux souterraines et à quoi elles servent. Mais si je fais une réponse pour mes collègues et par rapport à leurs inquiétudes vis-à-vis de la pollution des eaux souterraines, quand il y aura un potentiel d'utilisation d'une nappe d'eau souterraine pour l'eau de boisson, eux, ils sont très, très, très prudents quant à infiltrer des eaux pour lesquelles il pourrait y avoir des polluants qui attiendraient ces eaux. Voilà. Merci pour ce vote. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent se prononcer? Tu peux faire passer directement le micro. Non, c'est bon. Je sais que c'est une question quand même encore assez discutée, mais je pense qu'on va poursuivre là-dessus une autre fois. Maintenant, la deuxième question, c'est en voyant un peu les présentations de ce matin, j'ai un peu l'impression que chacun fait des tests. Lausanne fait des tests, Genève fait ses projets pilotes, Zurich, Bâle, Lucerne, Berne, chacun fait. Est-ce que finalement on aura vraiment besoin d'avoir 50 types de fosses multifonctionnelles différentes, ou est-ce qu'à moyen terme on arrivera à définir peut-être un certain standard avec une certaine palette, un peu comme on a fait pour les CETEC, où finalement il y a quelques typologies qui sont là, mais pas 150 différentes variantes. Vu que les ingénieurs aiment quand même bien avoir un état de la technique qui leur dit ce qu'ils doivent faire. Je crois que dans ce que j'ai dit tout à l'heure, faire des copier-coller, c'est le meilleur moyen de se planter. Il y a un petit peu de ça. Je pense que chaque contexte mérite une réflexion et une solution qui réponde à toutes les problématiques, mais si on la trouve très bien, mais j'y crois pas, ou pas beaucoup, en tout cas. Donc je pense qu'il y a quand même des spécificités, nappes souterraines ou pas, polluants ou pas, biochars à disposition ou pas. Enfin voilà, moi on m'a proposé des biochars très bon marché qui venaient issus des cosses de cacao du Vietnam, je crois, je ne sais plus, un truc comme ça, puis qui venait quasiment gratuitement par bateau. On nous a dit c'est super, ça va faire passer les coûts. Non, si c'est ça la solution, alors il faut en chercher une autre, parce que c'est absurde. Donc voilà, moi je ne crois pas beaucoup à ce qu'au final il y ait une solution qui réponde à tout, mais voilà, c'est très personnel. Après, je suis assez content qu'il y ait des choses qui se fassent à Zurich, à Lucerne, à Berne, à Lausanne, mais il y en a aussi qui se font à Lyon, à Paris, il y en a qui se font, j'étais pour une conférence à Barcelone, nos amis espagnols, ils font aussi beaucoup de choses, et voilà ce qu'on a la chance de faire à Lausanne. On ne l'aurait pas fait sans que Björn soit allé se dire pourquoi les arbres ils poussent mieux dans les anciennes voies de chemin de fer dans la forêt au nord de Stockholm que dans la pleine terre. Donc voilà, il s'est posé ces questions il y a 25 ans et puis il a fait des choses qui nous nourrissent aujourd'hui. Ce qu'on fait aujourd'hui à Lausanne va nourrir quelqu'un d'autre ailleurs. Ce que fait Zurich nous nourrit aussi ici. Et quand on veut être l'urgence climatique, il faut qu'on travaille tous. Puis à la fin, qu'on ait l'humilité de regarder ce que font les autres, probablement mieux que nous des fois. Puis surtout qu'on travaille tous en open source et qu'on se donne tout ce qu'on a, comme on le fait aujourd'hui. Et je crois que c'est comme ça qu'on y arrivera. Oui, et puis ce qui est important, c'est l'échange. Donc merci à vous, la VSA, parce que c'est le moment où effectivement, un des moments où on échange et où on réfléchit. Au départ, il vaut mieux de la diversité dans les approches. Et puis cette diversité, elle n'est pas si grande dans le sens où, si vous voyez ce qu'a présenté par exemple Michael Burkhardt tout à l'heure, les tests en laboratoire qu'ils font, ce sont les mêmes qu'on fait. Sur les principes de recherche, on est sur les mêmes principes et sur les mêmes outils. Voilà. Donc c'est intéressant de tester toute une gamme de solutions parce qu'il faut ensuite, dans la pratique, pouvoir disposer d'une gamme de solutions. Mais cette gamme de solutions, c'est pas le jour, la nuit, des choses très différentes. C'est chiffrer, évaluer en fonction de propriétés qui, cette fois-ci, sont communes. Möchtest du noch etwas ergänzen? Ich war noch ein bisschen an der Übersetzung dran. Ja, ich kann mich da auch wieder anschließen. Bei Pflanzenkohle ist auch ein bisschen...
Oui, alors je peux dire avec le biochar, c'est un peu difficile. Il y a beaucoup d'études au monde entier. Alors on teste, on recherche. C'est un grand business, comme on dit. On parle de différents produits, de ressources. Et bon, d'abord, il faut dire que le charbon réagit et très souvent, il y a des tests qui se font aussi dans des pots, dans de petits intervalles. Alors, nous n'avons pas assez de tests qui se font avec les arbres à long terme surtout. Alors, comment est-ce que ce biochar réagit à long terme? Et la même chose, la même question se pose pour le substrat, que ce soit à Stockholm, à Vienne, à Lausanne. Alors, on ne peut pas l'adapter partout, mais il y a quand même un lien. On est toujours arrivé donc à ces résultats. On a optimisé, on a adapté, on fait la même chose à Zurich, à Berne. Raison pour laquelle il nous faut ces tests. On n'est pas encore arrivé au point où on peut dire, écoute, si vous vivez là et là, il faut tel et tel type de substrat. L'environnement résidentiel est aussi hétérogène. Donc, la composition de ces substrats. Il y a beaucoup de substrats qui sont offerts, qui sont sur le marché. C'est un gros business. Alors, on peut peut-être y ajouter des déchets organiques et puis voir ce qui en est. Aussi avec des matériaux de construction, toutes sortes de substrats. Donc, il faut ces tests pour montrer noir sur blanc quels sont les résultats et aussi d'utiliser cet instrument pour des buts politiques plus tard et aussi pour un établissement sur de grandes surfaces. Tout d'abord, il faut mettre les choses en œuvre avant de pouvoir discuter. Très souvent, des tests ne suffisent pas. Raison pour laquelle il nous faut ces projets pilotes où on peut dire, écoute, cet après-midi, on va aller sur place et vous allez voir, mais ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas du tout. Ja, vielleicht zwei Ergänzungen. Zum einen zur Pflanzenkohle. Alors, pour ajouter quelque chose par rapport au biochar, il y a un certificat de qualité. On peut prendre la pire qualité, mais il faut prendre la meilleure. Ça serait AgroBio. Il repose sur le contrôle de polluants. Le matériel dérive aussi de matières premières. On prend le EBC urbain. Alors là, on peut pyrolyser aussi les polluants plastiques. Je ne sais pas ce que ça a à faire avec le biochar organique, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de connaître la source ou l'origine de ce biochar et de s'occuper aussi du label et des certificats qui sont donnés ces biochars. Quand on parle de substrat ou de sol, on parle disons, structure du sol. Chaque sol dérive d'un sol naturel. Je peux peut-être mettre une couche de pierre dessus et ensuite la nature va corriger. Je ne vais pas aller trop dans les détails scientifiques, mais c'est comme pour tout bon gâteau. Il ne faut surtout pas oublier la farine et les œufs. Vous avez un bon mélange et le reste arrive sur place, c'est-à-dire on l'ajoute sur place. Par exemple, les plantes ou disons les feuilles, par exemple, le feuillage. Si on regarde les systèmes naturels, on parle justement d'un circuit des éléments nutritifs. Et aujourd'hui, quand on prend l'engin de souffleuse pour les feuilles, peut-être qu'on pourrait prendre ces feuilles et puis les utiliser pour autre chose. Et il faut regarder aussi à long terme qu'est-ce qu'on peut faire pour nos arbres. Compris Lausanne, ils font déjà des réflexions dans cette direction. Dans ta présentation, Emmanuel, tu as quand même cité que vous réfléchissez comment utiliser vos déchets verts, on va dire, pour reproduire du biochar à partir de ça. En regardant la montre, j'aimerais quand même ouvrir. Sur Slido, il paraît qu'il n'y a pas de nouvelles questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui aimerait poser une question directement avec micro? Lucas, il a un micro à distribuer. Ihr könnt gerne auch die Fragen direkt stellen, auch auf Deutsch. Vous pouvez aussi poser vos questions en allemand si vous voulez directement.
Oui, j'aimerais juste revenir un petit peu sur l'aspect des offices cantonaux, comment est-ce qu'ils évaluent la protection des eaux souterraines. Et on a bien parlé il faut regarder si c'est de l'eau souterraine qui est utilisée pour l'eau potable ou pas. Et ça dépasse peut-être un petit peu le cadre de cet aspect, mais il y a 150 ans, l'industrie chimie a tout versé dans le Rhin, puis ce n'était pas un problème. Puis aujourd'hui, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont pensé à l'époque? Et on connaît très, très peu le biosystème des eaux souterraines. C'est un monde inconnu, encore plus inconnu que le fond des océans, qui est déjà très, très peu connu. Et donc, je me demande, de point de vue préventif, en étant d'accord, on a des ressources finies et c'est priorité aux eaux potables, aux ressources d'eau potable, mais d'un point de vue de prévention, s'il faudrait pas non plus dire, c'est pas parce que c'est un système aquatique qui sera jamais utilisable qu'on peut y mettre n'importe quoi. Merci pour cette question d'un canton. Merci, Véronique. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir donner une réponse. Ich weiß nicht, ob ich Ihre Frage tatsächlich beantworten kann, aber ich denke, das ist effektiv eine Frage, die man sich stellen sollte, weil man kennt dann eben dieses ganze unterirdische System nicht. Wie sieht die Biodiversität aus? Was ist der Impact der Schadstoffe? Welche können wir dann in den Böden sickern lassen? Ich würde sogar hinzufügen, man kennt eigentlich wenig Schadstoffe erst. Justement de la fameuse 6 ppd Kino aux États-Unis, c'est qu'ils se sont rendus compte que les eaux de ruissellement de chaussée étaient un problème parce qu'ils ont vu le déclin de population de poissons vraiment très très net. Et c'est souvent que quand on a déjà le problème qu'on s'en inquiète. Et puis je pense qu'il faut être peut-être plus proactif, essayer d'anticiper ça. Et puis je pense que ça fait totalement sens de se poser quand même un peu la question, est-ce qu'on se concentre que sur les eaux souterraines qui sont destinées à l'eau potable, ou en n'étant pas un peu plus la réflexion, puis regarder qu'est-ce qui pourrait se passer et d'évaluer vraiment le risque en prenant la globalité du système et pas uniquement en pensant à l'utilité de ces eaux pour des applications plutôt humaines en fait. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Donc, juste pour compléter ce que tu as dit, c'est une question, les eaux souterraines, c'est une vraie question aujourd'hui, même en termes de recherche, puisqu'on essaie de comprendre la biodiversité au sein de ce type d'écosystème très particulier. Il ne faut pas oublier que les organismes qui sont là ont aussi une fonction. Ils ont une fonction qui souvent participe à l'épuration de l'écosystème lui-même. Donc, casser cette fonction-là revient à faire en sorte que l'eau soit impropre au final à la consommation. Donc, on risque de perdre ces avantages d'avoir une eau de boisson qu'on puisse utiliser et par le biais justement de destruction d'un monde qui fonctionne dans ce but. Aujourd'hui également, on sait quand même des choses sur cette biodiversité-là, mais on n'a pas d'approche ou de bioindicateurs qui permettent de qualifier la qualité de l'eau. En tout cas, ils sont en cours de construction très probablement. On n'a pas non plus de tests écotox si on revient au laboratoire ou si on va directement sur le terrain, qui permettent de répondre réellement à cette question-là. Donc on va toujours utiliser des organismes qui ne sont pas forcément en lien direct avec ce type d'écosystème. Donc là, il y a aussi des choses à développer pour pouvoir amener donc des outils qui soient capables d'évaluer ces systèmes-là et d'évaluer s'il y a effectivement un impact de ces molécules qui arrivent dans ce système-là. Et ces outils-là qui doivent permettre d'aider les gestionnaires de l'environnement, les autorités, à statuer, à diagnostiquer et statuer sur l'impact et donc sur l'utilisation ou pas à terme de ces ressources en eau. Je vais juste rajouter une minute. Juste un point qui est important, quand Benoît il parlait de faire du diagnostic, il ne faut pas oublier que quand on mesure une pollution, jusqu'à maintenant, dans la plupart des cas, on se focalise sur des composés spécifiques qu'on cherche.
Il faut savoir que maintenant, il y a des techniques qui permettent aussi d'explorer, entre guillemets, tout le paysage chimique qu'on a dans les échantillons et puis d'essayer de détecter des substances dont on n'avait pas forcément anticipé leur présence dans un milieu environnemental. Donc, au lieu de tout le temps travailler en disant on travaille sur la 6-PPD, 6-PPD-quinone ou d'autres types de composés bien connus, je pense qu'il faut aussi maintenant pousser de plus en plus vers des approches où on essaie de regarder l'ensemble de ce qu'on peut retrouver dans les échantillons environnementaux, que ce soit des eaux souterraines, des sols, pour avoir une meilleure idée en fait de ce qu'on a en présence et pas oublier certaines catégories de polluants qu'on aurait complètement négligées en fait. Donc souvent on n'a pas cette information-là et puis on se focalise juste sur ce qu'on prédit potentiellement de retrouver dans ces milieux, mais des fois on a des mauvaises surprises. Donc c'est aussi important de prendre en compte ça. Merci pour vos réponses. Je pense qu'on revient au point où voilà, on a discuté que c'est une question de hiérarchisation des objectifs pour les fosses multifonctionnelles et peut-être c'est aussi une hiérarchisation des objectifs en question de gestion des eaux en général. Et je pense que là, je ne sais pas si quelqu'un de vous a la réponse unique à cette question. Moi, je ne l'ai pas encore. Je dirais, on attend pour une dernière question du plénum, si quelqu'un veut poser une question. Et moi, je commence à afficher le programme de l'après-midi. Eine kurze Frage, Michel, mit kurzer Antwort. Petite question très brève, Michel. Une dernière question. Quelles sont les expériences, ou y a-t-il des expériences avec des arbres existants, justement souvent avec petites fosses, peu d'eau, air? Est-ce que c'est problématique d'amener plus de possibilités à côté parce qu'on amène justement trop d'eau? Est-ce qu'il y a des expériences là-dessus? Oui, il y en a beaucoup, oui. Alors, par exemple, sur Genève, il y a quelques aliments qui sont plantés justement avec des substrats comme ça novateurs. La rue de Montois, l'avenue de Montois, qu'on a fait comme première tranchée test ici à Lausanne. Je pense que mes collègues sur Zurich ou sur Berne, ils en ont montré des expérimentations aussi. Voilà, donc c'est un domaine qui est actif, qui est un peu plus complexe que ce qu'on en a vu, dans le sens où ça pose la question des essences aussi d'arbres. Bien sûr, ça pose la question des coûts. Un point qu'on n'a pas mentionné aussi, il y a l'innovation technologique, mais il y a la mise en œuvre. Et quand on fait de la mise en œuvre, on est dans la ville à vrai, et on voit qu'une bonne idée est très mauvaise. Donc, il y a tout cela est actif parce que, comme on l'a vu par exemple pour la présentation qui a été faite, c'est projeté dans des situations réelles, dans des parcs, etc. Et puis nous, on est très contents quand des entrepreneurs viennent et font n'importe quoi, parce qu'on n'aurait pas pensé qu'ils feraient ça, mais ils vont le faire. Donc voilà, donc, vous voyez, ça c'est la face cachée, mais si on n'intègre pas ça dans les travaux, voilà. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui se font. Je ne sais pas si tu voudrais encore en parler. Deux choses. D'abord, je relativiserai étant très content, parce que nous, on dirige les travaux, donc on est un peu moins content. Bref. Non, il y a une chose qu'on n'a pas dite aussi, mais qui existe. Nous, on l'a fait dans le chantier de l'avenue des Chalands. Ce qui est intéressant, c'est de créer des sols multifonctionnels de manière adjacente à des arbres en place. Et ça, on commence à le faire. Alors, nos amis suédois, ils le font depuis 10 ans avec des résultats parfois spectaculaires d'arbres qui reprennent quand l'arbre est en bonne condition, physiologiquement, il était en arrêt de croissance parce qu'il n'avait plus de quoi se développer et qu'on lui donne des conditions, on a des arbres qui repartent. Après, il y a 2-3 arbres qu'on a vus en illustration aujourd'hui, qui sont leur 4e descente de cime en 5 ans. Ceux-là, voilà, à un moment donné, ils ne vont pas passer des soins continus à la pleine forme. Ça, on est d'accord, mais c'est quand même aussi intéressant d'avoir ces systèmes qui peuvent venir juxtaposer des arbres existants, d'avoir ces systèmes, on n'a pas parlé, mais des fois qui juxtaposent de la pleine terre. On peut tout à fait avoir une plantation en pleine terre avec un bout de technosol qui permet de faire le pont pour que les systèmes racinaires puissent s'étendre au-delà d'une frontière qui était une barrière racinaire parce qu'une infrastructure, une route, que sais-je, mais pour aller plus loin, chercher de la pleine terre au-delà, et je crois que quand on fait ce genre de mise en œuvre, là où on a gagné, c'est quand les arbres sont allés au-delà et qu'ils n'en ont plus besoin. Et ça, si c'est un mot de conclusion, pour moi, c'est une belle réussite si on arrive à faire ça.
Merci Emmanuel. Sur ce sujet, peut-être il y a un des exemples que Zurich va amener cet après-midi, où effectivement on va aussi garder des arbres et rajouter le système à côté pour de nouveaux arbres. Donc il y a Andrea qui va nous parler de ceci. Merci beaucoup à tous et à Michael qui vient de partir d'avoir été là. Stéphane, Emmanuel de toute façon parce qu'il fait la visite, sont là aussi cet après-midi. Pascal, si j'ai bien compris, il doit partir. Donc si vous avez une question urgente, il faut que vous le chopez juste en sortant de la salle. Et Benoît et Florian, vous restez ou vous partez? Vous partez aussi, donc voilà. Pour le reste, j'espère que vous pourrez profiter un peu des échanges pendant la pause du midi et puis surtout pendant les ateliers de l'après-midi. Vous les voyez affichés ici. Vous avez tous reçu une documentation. Il y a juste un petit changement par rapport à la documentation que vous avez reçue. C'est qu'on vous prie d'être pile à l'heure à 13h40 à la place de 45 pour le départ au Plaine des Loups. Il y aura Lucas Rossi qui va être là. Parce qu'on a le bus à l'arrêt Céline qui ne peut vraiment pas s'arrêter trop longtemps parce que c'est l'arrêt de bus normal aussi pour les autres. Donc il faut vraiment que le groupe qui va en premier puisse partir à 13h40. Donc je vous laisserai aussi aller manger tout de suite. Petit rappel pour ceux qui n'ont plus leur documentation, le point de retrouvailles pour aller au Plaine du Loup, ceux qui font ça en premier, c'est juste devant le casino. Il y aura Lucas plus une deuxième personne qui vont vous accompagner. Et pour terminer, je suis hyper heureuse de pouvoir dire que le site spongecity.info qu'on a lancé en début janvier, il est en français online depuis hier soir. On a environ 15 des 33 projets qui sont déjà traduits et on se donne la peine de traduire dans le cours des prochaines semaines aussi encore le reste. Mais donc, allez-y, jetez un coup d'œil. Et puis, c'est aussi là où on va télécharger tous les documents et les enregistrements de toute la journée. Et bon appétit à tout le monde.